Qu'y a-t-il de pire que la rancœur, ce ressentiment qui gît profondément au fin fond de notre cœur, nous consumant de l'intérieur. Elle finit souvent par muter, donnant naissance à une haine viscérale, et pour nos proches, elle fait peur. Mais qu'y a-t-il de pire que la haine lorsque la rancœur en est le moteur ? Remontons le temps en 2012, en plein Val d'Oise, dans la petite bourgade de Chérence, éloignée de 80 km de Paris. L'environnement rural du petit village contraste agréablement avec l'hyperactivité de la capitale, offrant un cadre paisible aux personnes vivant dans la région. Moins de 200 âmes résident dans la minuscule commune, dont un couple composé d'Alan et Maëva Rousseau, âgés respectivement de 24 et 23 ans. Il s'agit même d'une famille, puisque 13 mois auparavant, un petit être a commencé à partager leur vie pour leur plus grand bonheur, un garçon nommé Lorenzo. Tous les trois sont heureux, ils ne pouvaient espérer de meilleures conditions de vie et profitent d'un bonheur si rare à trouver, mais si savoureux lorsqu'il est atteint. Le samedi 7 avril 2012, exceptionnellement, Alan, serveur de profession, participe à l'organisation d'un mariage afin d'arrondir les revenus en fin de mois. Il est au-delà de 2h du matin lorsque son service se termine. À 2h45, après un fatigant trajet, il regagne son domicile où il est impatient de retrouver sa femme et son fils pour profiter de la dernière journée de cette fin de semaine. Il gare son véhicule devant le logement, comme à son habitude, mais constate que l'ensemble des lumières de la maison sont éteintes. Un détail qui interpelle Alan, dans la mesure où Maëva laisse toujours une source lumineuse. Effectivement, durant les moments d'absence de son mari, Maëva laisse la télévision ainsi qu'une lumière allumée afin de signaler une présence, une habitude rassurante pour la femme. Une fois n'est pas coutume, Maëva a pu décider de plonger la maison dans le noir avant d'aller se coucher. Pourtant, Alan n'est pas au bout de ses surprises, puisqu'il découvre que la porte d'entrée n'est pas verrouillée. À cet instant, le mari ne sait plus trop quoi penser. Sa femme est de nature prudente, elle s'assure toujours que la porte d'entrée soit fermée à double tour, y compris lorsqu'elle se trouve à l'intérieur du domicile. Alors, l'absence de lumière et la porte d'entrée non sécurisée inquiètent fortement Alan, dont l'angoisse ne diminue pas, tandis qu'il pénètre doucement chez lui. Des cris retentissent, ce sont ceux de son fils Lorenzo qui paraît terrifié et qu'il n'a jamais entendu hurler de la sorte. L'anxiété ne redescend pas, puisqu'en réponse à ces cris, il y a un silence. Maëva ne répond pas à son enfant pour le réconforter. Immédiatement, Alan comprend qu'une situation grave se déroule. Il court vers la chambre. Une fois arrivé, il se fige. En balayant du regard la pièce, c'est l'horreur absolue dans chaque recoin. Il y a des projections de sang partout. Maëva est immobile au milieu d'une mare de liquide rouge. Lorenzo, quant à lui, se trouve coincé sous le corps de sa mère. Alan s'approche de son fils et de sa femme. Cette dernière semble inconsciente. En revanche, l'enfant n'est pas blessé, mais il est terrorisé. En jetant encore un coup d'œil autour de lui, Alan découvre la chambre complètement recouverte de sang, des murs au plafond. La priorité est de contacter les secours pour Maëva. Le mari appelle donc les pompiers en premier lieu, dans une détresse sans précédent pour lui. Puis la famille de sa femme, à presque 3h du matin. Un coup de fil qui restera gravé à tout jamais dans la mémoire de Graziella et Christian Rousseau, qui vivent à 7 km de là, à Bréélu. La sonnerie du téléphone de Graziella retentit. Au bout de la ligne, c'est Alan, qui s'exprime difficilement, mais suffisamment pour que la mère comprenne qu'un malheur est survenu. Christian a du mal à émerger de son sommeil profond, étant confus avec la situation. Graziella ne perd pas un instant et se rend au domicile de sa fille sans lui. Elle découvre, à son arrivée, les lumières bleutées des urgences brisant la noirceur de la nuit.
L'inquiétude augmente, d'autant plus alors qu'elle aperçoit son beau-fils tenant Lorenzo en pleurs dans ses bras. Les pompiers s'activent autour de Maeva, toujours allongée dans la chambre. Inconsciente, il y a urgence. Ils tentent de réanimer la jeune femme. Pendant ce temps, les premiers gendarmes font leur apparition pour comprendre les événements tragiques qui se sont déroulés en ces lieux. Tous les membres de la famille attendent désormais à l'extérieur, crispés. Les secours se rendent auprès d'eux une première fois afin de s'informer. Ils souhaitent savoir si Maeva a des allergies ou tout autre élément qui pourrait leur être utile pour sauver la jeune femme. Une fois renseignés, ils repartent aussitôt pour réaliser le miracle que tout le monde espère. Ils ressortent une seconde fois avec une annonce qui déchire le cœur des proches de Maeva. Elle n'a pas survécu et elle est déclarée morte à 3h30 du matin, le dimanche 8 avril 2012. Aucun parent n'aurait à survivre à son enfant. Graziella et Christian ont le cœur lourd de voir leur fille tant aimée disparaître d'une manière aussi brutale. Alan aussi voit l'amour de sa vie depuis 3 ans désormais le quitter en plein bonheur, alors que rien ne laissait présager une telle tournure et qu'il était si heureux de rejoindre Maeva ce soir-là. Cependant, tout ne s'arrête pas. Il faut comprendre ce qui a conduit à l'atrocité de cette nuit du 7 avril 2012. Les gendarmes, arrivés sur place quelques instants plus tôt, ne perdent pas de temps, lançant l'inspection des lieux et une première analyse de l'agression de Maeva. Le corps de la jeune femme, à première vue, apparaît avoir subi une pluie de coups violents marqués par de nombreuses ecchymoses sur sa peau. Le crâne de la victime n'a pas été épargné non plus, celui-ci ayant de nombreuses plaies. Il est indéniable que l'attaque à l'encontre de Maeva fut féroce. Les gendarmes comprennent donc avec ces premiers éléments qu'un meurtre a été perpétré en ces murs. Une autre évidence est que la jeune femme fut surprise par l'attaque. Le rez-de-chaussée ne montrant aucune trace de lutte, il semble que l'essentiel de l'action se soit déroulé au premier étage de la maison. Maeva ainsi que Lorenzo se trouvaient certainement dans la chambre lorsque le meurtrier a pénétré à l'intérieur de la propriété discrètement entre 20h et 2h du matin. Cette fourchette, assez peu précise, est délivrée par le médecin légiste qui ajoute que la cause du décès de Maeva est liée à un traumatisme crânien. D'ailleurs, les analyses médicales confirment ce que les enquêteurs pensent déjà, il s'agit d'un meurtre. La thèse de l'accident n'est pas envisageable dans la mesure où les plaies présentes sur le crâne de Maeva sont trop nombreuses pour être dues à une simple chute. Par ailleurs, des marques de coups sont relevées dans le dos et la majorité se trouve sur le côté droit du corps. Pour les gendarmes, que le côté droit de la dépouille de la femme soit meurtri bien plus que le reste signifie que Maeva s'est sacrifiée en se plaçant entre l'arme et son fils pour protéger son enfant. Tournant le dos à l'agresseur, c'est ainsi que les blessures à l'arrière de son crâne et au niveau de son dos peuvent être expliquées. Un instinct maternel honorable qui permet aujourd'hui à Lorenzo de toujours être en vie, bien que sa mère ne soit plus à ses côtés du fait de cet acte de bravoure. Ces constatations permettent d'étayer une théorie plausible qu'il faut désormais prouver, mais aussi relier à l'individu auteur de ce massacre. Le personnel de gendarmerie présent sur place s'active donc dans cet objectif de rétablissement de la vérité. Le moindre centimètre carré de la maison est examiné à la recherche d'indices, seulement la tâche se complique lorsqu'après plusieurs heures de fouilles, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Pas d'ADN, pas d'empreinte digitale et encore moins d'armes du crime, le tueur semble avoir été précautionneux lors de son passage qui a semé la mort. Pourtant, même sans que l'objet ayant permis d'exécuter Maeva ne soit retrouvé, les enquêteurs peuvent imaginer de quoi il s'agit, notamment à cause des blessures mortelles qu'il a infligées à la jeune femme. À différents endroits, la boîte crânienne de la victime est enfoncée sur plusieurs centimètres. Après étude de ces fractures, il est déterminé que l'arme utilisée serait lourde, large d'environ une dizaine de centimètres et arrondie. L'enquête s'annonce complexe, les preuves sont rares, les pistes aussi, et dans la maison, rien ne paraît permettre une résolution rapide de l'affaire. Il va falloir forcer le destin sur ce coup.
Plusieurs questions sont en suspens. Qui aurait pu commettre un tel crime? Quelles sont ses motivations? Maeva était-elle réellement la cible? Voici de quoi faire ruminer les enquêteurs qui s'organisent. En dépit de preuves matérielles, ils reprennent l'emploi du temps de la jeune femme, vérifiant qu'il n'y avait pas d'anomalie ce jour-là. Nous sommes le samedi 7 avril, il est à peu près 9h du matin, lorsque Maeva dépose Lorenzo chez sa mère avant d'aller travailler à l'institut de beauté qui l'emploie. Sa journée se termine sur les coups de 19h. Elle retourne donc chercher son enfant, et puisqu'Alan participe à l'organisation d'un mariage, Maeva décide de profiter de la soirée avec Graziella. Ensemble, elles passent le début de soirée à discuter avant de se mettre à table. Les heures s'écoulent jusqu'à atteindre 21h45. Lorenzo ne tient plus, ses paupières sont lourdes et l'enfant s'endort. Graziella le remarque et le signale à Maeva. Elle lui dit qu'elle devrait rentrer, profiter de la fatigue du petit garçon qui dormira comme une pierre au retour d'Alan, permettant au couple de passer la fin de soirée ensemble. Une suggestion avec laquelle Maeva est d'accord. 15 minutes plus tard, à 22h, le temps de se préparer, la voici qui souhaite une bonne soirée à sa mère et la quitte pour rentrer à la maison. Une fois chez elle, la fille confirme à sa mère par SMS qu'elle est bien arrivée, ce qui rassure Graziella qui peut finir sa soirée l'esprit tranquille. Sans surprise, à peine Lorenzo a-t-il touché son matelas douillet qu'il sombre dans un sommeil profond, laissant du temps libre à sa mère qui échange plusieurs SMS avec son mari durant la soirée. Le dernier message sera envoyé à 23h18. Maeva prévient Alan qu'elle va faire un peu de sport avant de se coucher. Bien entendu, le reste de la nuit ne sera pas aussi anodin qu'il aurait dû l'être. Mais cette journée du samedi 7 avril n'apparaît pas inhabituelle aux yeux des enquêteurs, aucun événement ne venant justifier l'attaque du soir. Cela pose un problème pour les enquêteurs, qui n'ont toujours aucune piste afin de résoudre le mystère qui s'épaissit. Alors, les gendarmes s'attardent sur le passé de Maeva. Y a-t-il une personne qui nourrit de la rancœur à son égard? A-t-elle eu des accrochages par le passé? Y a-t-il un ex-petit ami jaloux susceptible d'être violent? À ces questions, il faut essayer d'obtenir des réponses. Maeva Rousseau naît et grandit dans le village de Bray-Élu où ses parents Graziella et Christian résident. La famille est modeste, le père étant ouvrier et la mère agente d'entretien. Cela n'empêche pas, cependant, d'apporter l'amour nécessaire à leur fille. Elle est la petite dernière d'une nombreuse fratrie, et surtout, elle est la seule fille. Mais tout le monde prend soin d'elle, que ce soit ses parents ou bien ses frères, particulièrement bienveillants avec leur petite sœur qu'ils adorent. Malgré cette bonne ambiance, Maeva grandit parmi 4 grands frères. Elle doit s'adapter et se forge un caractère rugueux. Elle ne se laisse pas faire lorsque les garçons plus âgés qu'elle la taquinent. Tout ceci reste bon enfant. La scolarité de la petite dernière se déroule d'ailleurs sans accroc, puis elle choisit sa voie en décidant de devenir esthéticienne avec dans un coin de sa tête devenir dirigeante de son propre salon. En attendant, elle travaille dans différents instituts. Cela faisait d'ailleurs 1 mois qu'elle était employée dans un nouvel établissement où personne ne pouvait remettre en cause ses performances professionnelles. Sa motivation était certainement due au fait qu'elle était proche de réaliser son objectif ultime, celui d'ouvrir son propre salon, devenir enfin entrepreneur et passer de l'autre côté de la barrière. Entre-temps, voici qu'elle fait la plus belle des rencontres. Alors âgée de 20 ans, Maeva croise le chemin d'Alan, un jeune homme de 21 ans qu'elle connaît depuis l'école primaire, et pour qui son cœur chavire 2 décennies plus tard. Les sentiments sont réciproques pour l'homme qui n'a Dieu que pour son nouvel amour, Maeva. C'est ainsi qu'ensemble, ils aspirent à des conditions de vie tranquilles, malgré la fougue qui emporte habituellement les gens de leur tranche d'âge. C'est donc logiquement qu'en 2010, tous deux prennent place dans leur petite maison de Chérances. Dans le sillage de cette première étape que représente un emménagement commun, une seconde suit avec la naissance du petit Lorenzo le 26 février 2011. Un tableau parfait, une vie idyllique et un schéma presque trop idéal pour être vrai.
Le doute s'installe chez les enquêteurs qui décèlent des fissures dans cette fresque qu'on leur peint. Alan ne semble pas être l'homme aussi lisse tel que les enquêteurs l'envisageaient à première vue. Dans le cadre des recherches relatives à cette affaire, ils analysent le passé des proches de Maeva, et celui d'Alan semble lié à la gendarmerie. Effectivement, son nom apparaît dans le fichier répertoriant les délinquants pour des faits en lien avec le trafic de stupéfiants. L'époux est non seulement consommateur, mais également vendeur de drogue douce et dure. Il n'écoule pas de grandes quantités, mais a suffisamment de clients, fidèles qui plus est, pour maintenir un petit réseau et des ventes régulières. Ceci a d'ailleurs engendré un point de tension au sein du couple lorsque Maeva a découvert un sachet de drogue dans la chambre de leur enfant. Mais surtout, cela a pour effet de changer le statut du jeune mari vis-à-vis des gendarmes qui désormais le suspectent. Selon eux, si une dispute a déjà éclaté à propos des produits stupéfiants qu'Alan consomme et vend, il est légitime de penser qu'une escalade a pu se produire jusqu'à conduire à un acte violent aux conséquences irréversibles. Aussitôt, Alan est interrogé par les personnes en charge de l'enquête. De lui-même, à la surprise des gendarmes, il aborde la question de la drogue. Il ne se contente pas d'indiquer qu'il a déjà fait l'objet d'interpellations à ce sujet, mais il donne tous les noms de ses clients, fournisseurs, etc. Une attitude qui pourrait paraître surprenante, mais le jeune époux ne sait pas si cette agression est liée ou non à son petit trafic de stupéfiants. Les gendarmes sont perplexes face à l'individu. Voici un comportement bien étrange s'il avait réellement été le meurtrier. Les éléments dévoilés par le jeune homme pourraient le conduire en prison, et bien qu'une condamnation s'appuyant sur du trafic serait plus clémente qu'un homicide, pourquoi révélerait-il tout ça s'il était véritablement le coupable? D'autant plus qu'Alan est tout à fait coopératif. Il répond à toutes les questions des gendarmes qui désormais doutent de son implication dans l'agression mortelle de sa femme. Pour s'en assurer, l'interrogatoire se poursuit avec le détail de l'emploi du temps d'Alan le soir du meurtre. Il affirme avoir réalisé un service en extra lors d'une célébration de mariage située à Villiers-en-Arty, éloigné d'un peu moins de 5 km de Chérences, où se trouve le domicile du couple. Alan a pris son poste sur les coups de 17h30, lequel s'est terminé peu avant 2h45 du matin. Les heures sont contrôlées par les gendarmes. Le jeune homme est de bonne foi, puisque ses dires sont vrais. En réalité, ils n'ont pas été bien difficiles à vérifier, dans la mesure où au mariage il y avait de nombreux témoins, et surtout des caméras de surveillance permettant de voir en image Alan quitter le lieu de la fête à 2h42 du matin, après y avoir passé plusieurs heures. Mais le mari aurait-il eu le temps de tuer sa femme lorsqu'il est rentré, puis appeler les secours ? Les enquêteurs comparent les différents horaires. Il s'avère qu'entre le moment où Alan quitte le lieu de la fête, parcourt les 4,5 km qui le séparent de son domicile et appelle les secours, seules 6 minutes s'écoulent. Un laps de temps bien trop exigu pour commettre le crime odieux. Alan détient là un alibi en béton armé qui ne peut que conduire les gendarmes à le disculper du meurtre de Maeva. Mais si ce n'est pas lui, qui est-ce? Une nouvelle hypothèse émerge, celle d'un cambriolage qui aurait mal tourné, puisque le sac à main de Maeva a disparu. Le cambrioleur aurait pu être en train de commettre le larcin lorsqu'il aurait été surpris par la femme. L'individu, violent, s'en serait pris à la mère de famille, la tuant dans la panique. Un événement crédible qui, d'après l'expérience des gendarmes, n'est pas si anodin. Cependant, quelques jours plus tard, le sac à main de Maeva ainsi que son portefeuille sont retrouvés. Dans l'un comme dans l'autre, tout est présent. Il ne manque pas un seul élément. Carte bancaire, argent liquide, pièces d'identité, rien n'a été subtilisé. Cela met à mal la thèse du cambriolage. Bien mauvais aurait été le voleur qui ne dérobe pas un centime à sa victime dont il avait le sac à main à disposition. Simplement, bien que cette piste tombe à l'eau, les enquêteurs tiquent sur ce point. Ce sac à main et ce portefeuille n'auraient-ils pas été bougés du domicile afin de brouiller les pistes et induire les gendarmes en erreur? C'est ce qu'ils pensent. Cette enquête fait face à de nombreuses voies sans issue.
Alors, il est temps pour les personnes chargées de résoudre ce meurtre de repenser le plan de bataille. Les enquêteurs repartent de la situation initiale et décident d'interroger le voisinage en premier lieu. Ils ont bien fait de repartir sur de nouvelles bases, puisqu'un témoin se fait connaître. Il s'agit d'un homme, médecin de profession, qui avait passé la soirée chez ses parents le soir du meurtre. Il indique avoir aperçu un individu de plus de 50 ans, sans pouvoir situer précisément son âge, rôder devant l'entrée de la maison d'Alan et Maeva. S'il n'est pas possible pour ce témoin d'être précis sur l'âge de l'homme mystérieux, il en est autrement s'agissant de son apparence. Il le décrit avec des cheveux gris, équipé de bottes en caoutchouc et de grands gants de vaisselle de couleur rose. Il s'en souvient bien puisque ce n'est pas commun de voir une telle chose, surtout à Chérances. Plus intéressant encore, l'horaire auquel il a vu cette personne, puisqu'il était entre minuit 30 et 1h du matin, ce qui corrobore avec l'heure possible du décès de Maeva. Les informations ne s'arrêtent pas là, le témoin mentionne aussi le fait que l'individu aux gants de vaisselle reste proche d'une camionnette blanche dont il se souvient avoir retenu 2 lettres de la plaque d'immatriculation, un E et un W. Il pense aussi avoir aperçu un X sur cette plaque, mais n'en est pas certain. Malgré un nombre d'informations nouvelles, semblant ouvrir une nouvelle piste, il n'y a pas non plus suffisamment de matière afin de se lancer à la recherche de cet individu dont la description reste vague. En tout cas, c'est ce que croit la gendarmerie 5 jours durant, jusqu'à ce qu'un nouveau témoin se présente à eux, un habitant de Chérances. Il détient des détails troublants de la nuit du meurtre. Celui-ci a notamment vu de ses propres yeux une camionnette blanche traversant le village feu éteint. L'allure du véhicule était suffisante pour que le témoin puisse observer qui était la personne à bord de cette camionnette. Et il connaît le conducteur. Il s'agit d'Alain Berruet, un résident de la commune de Bray-Élu. Avec ce nom, l'enquête est-elle enfin lancée ? Les gendarmes se penchent donc sur cette nouvelle personne qui les intéresse nécessairement, puisqu'Alain Berruet est propriétaire d'une camionnette blanche dont la plaque d'immatriculation contient la lettre W et la lettre X dont le premier témoin n'était pas certain. Quoi qu'il en soit, ces points restent bien maigres. Pourtant, les enquêteurs persistent avec l'homme puisqu'ils apprennent qu'il est lié à Maeva. Il est le meilleur ami de son père. Christian, le père de Maeva, et Alain sont amis depuis plus de 15 ans. Une amitié forte, les deux hommes se côtoient quotidiennement, les deux familles ne vivent qu'à quelques centaines de mètres l'une de l'autre. L'intérêt des gendarmes grandit pour cet individu lorsque l'un d'entre eux se remémore une plainte déposée par Maeva contre Alain Berruet et sa femme. Ces derniers auraient proféré des menaces de mort à son égard. Ces connexions, le fait qu'Alain soit un ami proche de Christian, que Maeva ait pris la décision de porter plainte contre lui ainsi que sa femme suite à des menaces de mort, et qu'il possède une camionnette blanche, font que les enquêteurs se focalisent totalement sur leur nouveau suspect. Alain Berruet est un homme de 61 ans et artisan. Il est marié à Enda Berruet, plus jeune de 15 ans, avec qui il a 2 fils, Rodolphe et Morgane. Cependant, la flamme du couple s'amenuise jour après jour, si bien qu'Alain et Enda ne font plus que cohabiter au sein de leur maison. Enda se questionne sérieusement sur l'intérêt de poursuivre une telle relation, songeant au divorce. Pourtant, tout allait bien au sein de cette famille de 4. Alain, Enda, Morgane et Rodolphe étaient heureux. En tout cas, jusqu'à la tragique date du 21 août 2011 et la mort de l'un des fils, Rodolphe. Les enquêteurs s'immiscent dans l'histoire familiale des Berruet, découvrant ainsi que Maeva était proche de Rodolphe. Ils étaient même amoureux l'un de l'autre lorsqu'ils avaient 15 ans. Une relation loin d'être anodine puisque, bien que son entame eut lieu au cours de leur adolescence, elle durera un peu moins de 2 ans. Maeva éprouve de forts sentiments envers son petit ami de l'époque. Seulement, Rodolphe connaît un grand succès auprès des autres filles grâce à son charme et une timidité presque absente. Il n'est pas le plus sérieux, papillonnant à droite, à gauche, Maeva pardonne, étant éperdument amoureuse de Rodolphe. Simplement, une telle situation n'est pas tenable sur le long terme, conduisant Maeva
à contre-cœur à mettre un terme définitif à leur relation. Durant cette période, un chassé-croisé s'opère, puisqu'Alan rompt aussi avec sa petite amie Christelle. Les couples s'inversent, Maeva trouve du réconfort auprès d'Alan, tandis que Rodolphe rencontre Christelle. Alan et Maeva sont heureux ensemble, la jeune femme, à présent, est passée à autre chose, et son ex-petit ami Rodolphe ne compte plus à ses yeux, malgré l'amour inconditionnel qu'elle a éprouvé pour lui fut un temps. En revanche, ce n'est pas la même chanson dans le cœur de Rodolphe, qui ne digère pas la rupture au point d'être jaloux d'Alan, qui, désormais, prend sa place. Malgré l'évidence, Maeva est heureuse avec son nouveau compagnon, Rodolphe n'abdique pas et souhaite la reconquérir. Pour ce faire, il maintient le contact avec elle, lui rend visite, lui téléphone et lui envoie des SMS fréquemment. Rodolphe n'y va pas de main morte dans ses textos, il lui dit clairement qu'ils se remettront ensemble, qu'Alan est une erreur, tout ceci avec une confiance gigantesque. Il ne peut pas croire que cela se passera autrement. Alors même, rappelons-le, qu'il est lui-même en couple avec Christelle. Maeva, dans un premier temps, laisse couler, espérant que le temps calmera les ardeurs de Rodolphe. Ce n'est pas le cas, c'est même l'inverse qui se produit. Le jeune homme devient si insistant avec des messages de nature érotique que Maeva finit par en parler à Alan. Si elle le fait, c'est parce qu'elle n'arrive plus à gérer la situation. Elle ne supporte plus les SMS de son ex-compagnon. Naturellement, Alan, qui connaît Rodolphe depuis plusieurs années, l'enjoint de stopper l'envoi des messages. Évidemment, cette mise en garde n'est pas suffisante. Rodolphe ignore Alan et persiste. Alors, le compagnon de Maeva ne passe pas par 4 chemins. Il se rend auprès de son ex-petite amie, Christelle, à présent avec Alan, et lui dévoile les SMS érotiques que Rodolphe envoie régulièrement à Maeva. Dépité, triste et quelque peu humiliée, la réaction de Christelle ne se fait pas attendre. Elle appelle Rodolphe pour mettre fin à leur relation définitivement. Le jeune homme quitte une formation à laquelle il participe, assure à Christelle que ce que dit Alan est faux et prend la route pour confronter ce dernier. Seulement, Rodolphe prend la route fortement alcoolisé. Il n'est pas lucide et aborde un virage avec une allure bien trop élevée, environ 130 km/h. Le véhicule est projeté en dehors de la route à haute vitesse, tape le talus sur le bas-côté et Rodolphe est expulsé de la voiture. Les secours arrivent sur place. Malgré leur intervention, il n'y a plus rien à faire. Rodolphe meurt suite à cet accident le 21 août 2011. La mort de leur fils est annoncée le jour même à minuit à la famille Berruet, qui est littéralement déchirée par une telle nouvelle. Les circonstances du décès leur sont exposées. Pour la gendarmerie, il est si évident que l'accident soit lié à la combinaison d'un excès d'alcool et d'une vitesse trop élevée qu'aucune enquête n'est menée, ni même aucune autopsie, afin de déterminer la cause de la mort. En dépit de l'assurance des gendarmes, les parents de Rodolphe n'acceptent pas la thèse de l'accident en état d'ébriété. Selon eux, il s'agit d'un meurtre. Quelqu'un a volontairement tué leur fils tant aimé. Certes, sous l'émotion, il était peut-être dur d'accepter la disparition de Rodolphe de façon aussi brutale, mais ce qui fait douter les parents, ce sont les événements de cette nuit-là. L'aspect principal qui les intrigue, c'est le taux d'alcool élevé dans le sang de Rodolphe. D'après eux, leur garçon ne buvait de l'alcool qu'en de rares occasions, comme un anniversaire, un mariage, etc. Un premier point qui fait douter Alain et Enda sur les circonstances de la mort de leur fils. Un autre détail les gêne beaucoup dans cette affaire. Sur la dépouille de Rodolphe, une trace similaire à celle qu'une ceinture aurait pu imprimer sur sa peau est relevée. Cette échymose est située sur le côté droit du corps du jeune homme. Or, si celle-ci est réellement due à la ceinture de sécurité, cela signifie que Rodolphe ne conduisait pas, étant assis du côté passager. La grande question est donc, si leur fils ne conduisait pas le véhicule, qui était au volant? C'est ce que la famille Berruet va tenter de découvrir en saisissant le parquet par le biais de son avocat. Une expertise en accidentologie est requise pour faire la lumière sur ce triste accident. En parallèle, les gendarmes recherchent des témoins potentiels afin de s'assurer que rien d'anormal n'a eu lieu le soir de la sortie de route de Rodolphe.
Des personnes connaissant Rodolphe affirment l'avoir vu le 21 août rouler à grande vitesse à plusieurs endroits. Tous les témoins indiquent qu'il était seul au volant, personne d'autre n'était présent dans l'habitacle. L'enquête sur les événements de cette sombre soirée se poursuit. Les analyses toxicologiques sont formelles. Le taux d'alcool dans le sang du jeune homme était largement au-delà de la limite légale. Par ailleurs, les marques de freinage démontrent que la vitesse du véhicule à l'entame du virage était excessive. Il n'y a désormais plus aucun doute, Rodolphe a entamé le virage à une allure qui ne pouvait pas permettre de maintenir le véhicule sur la chaussée. La sortie de route a expulsé le jeune homme du véhicule qui a succombé à ses blessures. Ce sont les preuves médico-légales qui appuient l'hypothèse et il est difficile à présent de la remettre en doute. Mais ni Alain ni Enda ne croient à cette version et, peut-être encore trop fragiles émotionnellement, sombrent ensemble dans une forte dépression. Seulement, l'un et l'autre n'abordent pas cette terrible phase de leur vie de façon similaire. Alain est triste, il se réfugie dans le travail pour oublier ce moment déchirant. Son ami de longue date, Christian, est présent pour lui et ils passent presque chaque jour ensemble. En revanche, Enda, la mère de Rodolphe, bascule complètement dans la tristesse. Elle ne fréquente plus personne, s'isole et s'enferme volet clos chez elle, pensant encore et encore à la disparition de son fils bien-aimé. En plein désespoir parce que son enfant lui manque, elle tente d'entrer en contact avec lui à travers la voie des morts, plongeant de plus en plus profondément dans des pratiques spirituelles et mystiques. Si bien qu'elle entraîne petit à petit Alain dans cette perte de raison. Tous deux tentent d'exhumer le corps de leur fils mais sont stoppés in extremis par les forces de l'ordre et ne profanent finalement pas la tombe. Au fur et à mesure, la tristesse laisse place à la colère. Il y a des coupables derrière la mort de Rodolphe qui sont Alan et Maeva. Le couple fait l'objet de nombreuses attaques verbales et de menaces, y compris des menaces de mort explicites comme, je cite, « Tu es la première sur la liste, on va te tuer ». De graves paroles, mais qui sont relativisées par l'entourage du couple pour qui l'émotion se cache derrière ces menaces. Il s'agit d'un mauvais moment à passer, un manque de lucidité passager. Cela conduira tout de même Maeva à se rendre au commissariat pour porter plainte, laissant ainsi une trace de ces événements qui intéressent dorénavant les enquêteurs. La gendarmerie, avec tous ces nouveaux éléments en sa possession, place tout en haut de la liste des suspects le couple Berruet. Alain et Enda sont logiquement auditionnés dans le cadre du meurtre de Maeva, notamment s'agissant de leur emploi du temps le soir du meurtre. Le 7 avril 2012, dans la soirée, Alain Berruet s'est rendu chez des amis accompagné de son fils sur les coups de 20h avant de les quitter à environ minuit. La voiture utilisée pour se rendre au lieu de la soirée est une Renault Clio et non la camionnette blanche qui lui appartient. Lorsqu'il est rentré, il a rejoint sa femme et tous deux ont discuté avant d'aller se coucher. Cette version est confirmée par les amis présents à la soirée. Coup dur pour l'enquête, il semblerait qu'Alain Berruet dispose d'un alibi pour le soir du meurtre de Maeva. Afin de ne pas passer à côté d'un facteur crucial dans cette affaire, les gendarmes sollicitent un mandat de perquisition les autorisant à visiter la maison de la famille Berruet. Une fois sur place, tout est passé au crible. De nombreux objets sont analysés à l'aide d'un produit chimique permettant de révéler la présence de sang. Les enquêteurs s'attardent sur des battes de baseball qui pourraient tout à fait avoir causé les blessures mortelles à la jeune femme. Car souvenez-vous, il a été conclu que l'arme du crime, sans pouvoir la décrire précisément, était un objet lourd et rond, ce qui correspond à une batte de baseball entre autres. Elles sont saisies pour analyse, tout comme de nombreux autres effets personnels de la famille. Mais il n'y a rien, que ce soit dans la maison ou sur les battes, aucune trace de sang ou d'ADN n'est relevée. Avec un alibi solide, couplé à des analyses médico-légales infructueuses, il n'est pas possible de placer en garde à vue Alain ou Enda qui sont disculpés du meurtre de Maeva. L'époux ne manque pas d'ailleurs de le faire savoir à tout le village, y compris à son ami Christian. Il lui explique la perquisition, les inspections pour les traces de sang,
et que rien n'a été découvert. Christian est soulagé que son meilleur ami ne soit pas impliqué, bien qu'en réalité, il n'ait jamais douté de son innocence, malgré l'épisode des menaces de mort quelques mois auparavant. Les deux hommes partagent un point en commun bien triste. Un de leurs enfants les a quittés tragiquement. Ceci va renforcer l'amitié entre eux. C'est au tour d'Alain d'être présent pour Christian et le soutenir dans cette épreuve qu'aucun parent ne devrait avoir à vivre. Alain promet régulièrement à son ami qu'ils vont trouver la personne responsable du meurtre de Maëva. Le souci avec une telle promesse est qu'il faut un début de piste afin d'éventuellement suspecter quelqu'un à nouveau. Et si les gendarmes n'ont pas la moindre idée du coupable, l'enquête étant complètement à l'arrêt, comment Alain et Christian pourraient avoir une chance de découvrir le meurtrier par leurs propres moyens? Enfin, les gendarmes n'ont-ils vraiment aucun suspect? Aucune personne susceptible d'avoir pu commettre le meurtre n'apparaît sur le radar de la gendarmerie. Et ce n'est pas pour autant que les enquêteurs sont désespérés. Selon eux, ils n'en ont pas fini avec Alain Berruet, qu'ils conservent dans le collimateur. L'alibi de ce dernier n'est pas suffisant pour effacer leur intime conviction à son égard, et ils décident de le placer sur écoute. Nous sommes le 13 juin 2012. Enda, sans savoir que d'autres oreilles très attentives écoutent ces conversations, passe un coup de téléphone à sa meilleure amie. Les paroles de la femme lors de cette discussion font tomber des nues les gendarmes. Enda révèle qu'Alain s'est bien rendu à la soirée avec ses amis, qu'il est bien rentré après ça, mais il n'est pas immédiatement allé se coucher. La vérité est qu'il est reparti équipé de bottes en caoutchouc et de gants de vaisselle. À son retour, il avait un sac à main en sa possession. Ces révélations font l'effet d'une onde de choc. Alors, les écoutes se poursuivent et Enda continue ses confidences auprès de ses amis. Elle dit qu'elle pense que son mari s'est rendu cette nuit-là chez Maëva pour la tuer, que désormais elle a peur de lui, qu'il est tout à fait capable de lui infliger un sort similaire. Dorénavant, il est clair pour les enquêteurs que l'homme suspecté dans un premier temps, puis blanchi dans un second, est bien le meurtrier de Maëva. Ces écoutes sont la pierre angulaire de toute cette affaire. Grâce à celle-ci, ils peuvent non seulement interpeller Alain Berruet, mais également sa femme, qui ne semblait pas ignorer les actes terribles qui s'étaient déroulés cette nuit-là. Le 27 juin 2012, les époux Berruet sont placés en garde à vue. Les gendarmes ne perdent pas de temps et auditionnent aussitôt Alain, qui paraît sûr de lui. Il n'a pas tué Maëva. D'ailleurs, les forces de l'ordre sont déjà passées chez lui et n'ont rien trouvé. Qu'est-ce qui aurait changé à présent? Le nouvel élément que constituent les écoutes téléphoniques lui est donc dévoilé. Il n'en faut pas plus pour fissurer la muraille de confiance d'Alain Berruet qui, totalement surpris, est dépourvu, finissant par passer à table. Il indique que le soir du 7 avril 2012, il s'est rendu au dîner entre amis à 20h30. Au cours de celui-ci, le sujet de la mort de son fils, Rodolphe, est abordé, faisant remonter une tristesse incommensurable. Une fois la soirée terminée, l'homme rentre effectivement chez lui. Il s'équipe de bottes ainsi que de gants en caoutchouc avant de se rendre sur la tombe de son fils au cimetière. Il nettoie la tombe de Rodolphe. Mais au gré des minutes qui s'écoulent, le sentiment de tristesse est remplacé par celui de la haine. Il prend donc la décision d'aller s'expliquer avec Alan et Maëva. Alain prend la direction de Chérances et se gare devant la maison du couple. Dans sa camionnette se trouve une batte de baseball qu'il conserve en permanence si une situation d'urgence devait se présenter. L'homme entre dans la maison, grimpe à l'étage où il se retrouve nez à nez avec Maëva qui dormait avec son enfant Lorenzo. Alain indique qu'il était réellement venu pour discuter, mais que l'attitude de Maëva l'aurait fait basculer dans une rage meurtrière. Cette dernière aurait notamment dit « De toute façon, Rodolphe est mieux là où il est ». Cette phrase aurait déclenché un torrent de violence inouïe, l'homme frappant brutalement Maëva avec la batte de baseball à environ 12 reprises. Le premier coup a été porté au niveau du crâne, puis la jeune femme a tenté de se défendre, mais ses doigts se sont brisés. Son épaule déboîtée,
ses côtes fracturées par la batte de baseball qui s'abat sur elle sans répit. Maeva fait en sorte de protéger son fils, mais le dernier coup fatal à la tête est asséné. Une frappe si violente qu'elle brise le crâne de la jeune maman, projetant des morceaux de cerveau sur l'un des murs. La pièce est recouverte de projections sanguines, c'est un véritable carnage. Alain Berruet a passé presque 10 minutes à tabasser Maeva lorsque celle-ci a rendu son dernier souffle. Il ne reste plus que le petit Lorenzo, choqué et en pleurs suite à ces terribles événements. Alain confie aux gendarmes qu'au moment de quitter la maison, il ne pensait pas avoir tué la mère de famille, ce qui ne l'a pas empêché d'emporter le sac à main afin de brouiller les pistes et faire croire au cambriolage qui aurait mal tourné. Après être retourné chez lui, il a montré le sac à sa femme Enda avant de s'en débarrasser dans la nature, puis il a brûlé l'arme du crime dans sa cheminée. Le meurtrier de Maeva Rousseau est connu, mais il reste un point à éclaircir, le rôle d'Enda dans toute cette affaire. La femme est auditionnée, elle explique ne pas avoir été informée des événements de la nuit. Elle confirme cependant avoir vu le sac à main et l'avoir reconnu comme étant celui de Maeva, et pensait seulement que son mari lui avait dérobé. Elle lui aurait ordonné de ramener les affaires de la jeune femme, mais en aucun cas il ne lui aurait avoué le meurtre qu'il venait de commettre quelques minutes auparavant. Ces explications permettent à Enda d'être libérée après sa garde à vue. Alain Berruet, quant à lui, est placé en détention provisoire. La nouvelle fait rapidement le tour des petites communes de Chérences et Bray-Élu. Les habitants sont sous le choc et plus particulièrement Christian. Son meilleur ami depuis une quinzaine d'années est en fait le monstre qui a tué sa fille et qui, par-dessus le marché, l'a regardé droit dans les yeux en lui affirmant que tous les deux, ils retrouveraient l'auteur du crime odieux. Et à présent, Alain Berruet va devoir répondre de ses actes devant le tribunal. Le 15 juin 2015, 3 ans après les faits, s'ouvre le procès d'Alain Berruet, dont les actes ont été qualifiés d'assassinat. Autrement dit, un meurtre prémédité et la peine encourue est la plus dure qui existe en France, la réclusion criminelle à perpétuité. Et ce meurtre sordide a-t-il été prémédité ? C'est une question importante à trancher puisque la gravité de la peine en sera fortement réduite si ce n'est pas le cas. Après 5 jours de délibération, il est temps de rendre le verdict et la préméditation est bel et bien retenue par le jury. Mais au lieu de la peine maximale, c'est-à-dire la perpétuité accompagnée d'une période de sûreté de 30 ans, c'est une peine de 20 ans d'emprisonnement qui vient sanctionner Alain Berruet, qui en a déjà effectué 3 en détention provisoire. Une sentence qui brise le cœur de la famille de Maeva. Le jury a penché pour une peine plus clémente, estimant que le chagrin de la perte de Rodolphe avait déstabilisé psychologiquement Alain Berruet. Enda, la femme d'Alain, sera condamnée à 2 ans d'emprisonnement avec sursis pour complicité de destruction de preuves suite au sac à main rapporté son mari qu'elle n'a pas signalé. Quoi qu'il en soit, au bout du compte, ce sont 2 familles totalement dévastées par des actes terribles. Sans oublier le petit Lorenzo qui a été privé bien trop tôt de sa maman, qui restera cependant dans le cœur de chacun, y compris le sien. Si vous avez apprécié passer ce petit moment en ma compagnie, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite du contenu. Vous trouverez tous mes réseaux sociaux en description. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Ciao.